on va passer à une troisième partie de ce webinaire qui est vraiment dans le post-Covid, en plein post-Covid, avec Dr Malouli et Dr Moussa Riéché, deux eminent speakers. Donc, Dr Malouli, il va parler comment comprendre le post-Covid pour mieux agir, et Dr Riéché va parler des séquelles pulmonaires et quel est le rôle de la réhabilitation pulmonaire. Donc, Dr Malouli, est-ce que tu peux commencer par partager les slides? Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour toute l'équipe pour ce webinaire très riche. Est-ce que vous arrivez à voir mes slides? Oui, C'est bon? c'est bon. Oui. Oui, c'est Très bon. bien, très bien. Donc, je vais survoler rapidement le phénomène d'inflammation persistante en post-Covid. C'est un phénomène qu'on commence à comprendre et en pratique clinique, on voit de plus en plus des patients qui ont des manifestations subaiguës ou chroniques persistantes après la phase aiguë de l'infection et après la guérison. Et il y a de plus en plus des études qui montrent qu'il y a effectivement une inflammation systémique résiduelle, comme chez ce patient rapporté avoir des pics inflammatoires jusqu'à 4 mois après sa guérison du Covid comme infection aiguë. Donc, comment on va essayer de comprendre dans la littérature scientifique ce phénomène épineux d'inflammation persistante? On va essayer de le comparer à des phénomènes déjà connus ou des syndromes déjà connus, comme le syndrome d'activation mastocytaire, comme l'inflammation post-ICU, comme les phénomènes auto-immuns et d'activation neutrophile et le syndrome de fatigue chronique, que je vais survoler très rapidement. Donc, la première analogie pour comprendre cette inflammation persistante, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Tout d'abord, on sait que les mastocytes sont abondants dans les tissus vascularisés, surtout sur les interfaces avec l'environnement. On sait qu'ils sont activés par le COVID et qu'ils sécrètent beaucoup d'amines biogéniques et de protéases et de cytokines qui participent sûrement à la tempête cytokinique. Et il y a des documentations histopathologiques d'activation et de dégranulation mastocytaire dans le parenchyme alvéolaire dans la phase aiguë de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que certains auteurs ont essayé de faire un parallèle entre les manifestations subaiguës ou chroniques post-Covid et les manifestations du syndrome d'activation mastocytaire. Et comme vous le voyez en gras, il y a beaucoup de manifestations communes euh, dans plusieurs organes. Donc, sur le plan cardiovasculaire, tension orthostatique et l'hypothymie, sur le plan neurologique, sur le plan gastro-intestinal et ORL, qui ressemblent beaucoup à l'activation mastocytaire allergique ou pseudo-allergique. C'est pourquoi certains auteurs ont réfléchi, ont émis l'hypothèse qu'un sous-groupe de patients chez qui il y a une dysfonction latente ou une hyperactivation mastocytaire vont faire beaucoup plus que d'autres patients des manifestations de COVID long ou de long COVID syndrome. Donc, ils recommandent d'étudier encore plus cet aspect mastocytaire et pourquoi pas faire des études avec les stabilisateurs des mastocytes et les antihistaminiques chez ce sous-groupe de patients. Donc, c'était la première analogie. La deuxième analogie, c'est avec le PIX et l'immunosénescence. C'est quoi le PIX? C'est un phénomène que les réanimateurs connaissent très bien. PIX pour Persistent Inflammation, Immunosuppression and Catabolism Syndrome. Donc, c'est des phénomènes inflammatoires et d'épuisement immunitaire qui surviennent après la phase aiguë du sepsis. Et c'est l'une des causes hypothétiques de l'inflammation persistante en post-Covid. En fait, ça correspond à la phase de surcompensation après la phase aiguë d'inflammation et elle est accompagnée d'un épuisement immunitaire. Du point de vue physiopathologique, ces phénomènes de pics post-sepsis ou même post-Covid sont
logiquement ou probablement relié à des phénomènes d'ischémie microvasculaire, des séquelles de l'immobilité et des altérations métaboliques après la phase aiguë de l'infection aiguë, critique. Mais en fait, il y a de plus en plus des chevauchements avec l'immunosénescence, donc l'inflammation qui est attribuée au vieillissement. Et on a l'impression que ça va être un problème de santé publique, ce syndrome de post-Covid, avec tous les patients qui vont garder des manifestations invalidantes des mois après la guérison. Ça va vraiment constituer un phénomène de santé publique et un burden, une charge vraiment économique très importante et médicale qui est reliée au phénomène de inflammaging, c'est-à-dire tous ces phénomènes cellulaires et moléculaires d'immunosénescence reliés à l'âge, avec diminution de la cytotoxicité, diminution de la phagocytose, augmentation du stress oxydatif. Tous ces phénomènes connus être en relation avec l'âge sont de plus en plus rencontrés avec le post-Covid, pas seulement avec le Covid aigu, mais aussi en post-Covid. Vous voyez dans ce schéma qu'il y a beaucoup de parallèles entre les comorbidités, les séquelles, les cytokines, le profil inflammatoire entre les phénomènes d'immunosénescence liés à l'âge et les phénomènes inflammatoires post-aigus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études sur l'activité physique, que ça augmente l'efficacité vaccinale, même chez les patients âgés atteints d'immunosénescence. La troisième analogie, c'est l'hyperactivation neutrophilique et les phénomènes auto-immuns qu'on commence à voir biologiquement ou cliniquement en post-Covid. Tout d'abord, c'est quoi la nétose? C'est le phénomène de neutrophile extracellulaire trap. Les neutrophiles hyperactivés vont éjecter leur chromatine dégranulée en extracellulaire pour essayer de combattre les germes. C'est un phénomène inflammatoire d'hyperactivation neutrophilique qu'on voit déjà avec beaucoup de virus, donc qu'on a vu et qu'on a décrit avec le virus Ebola, le West Nile, le dengue fever. Mais de plus en plus, on a l'impression que c'est impliqué aussi ce phénomène de nétose avec le Covid et le post-Covid. Entre parenthèses, le phénomène de nétose est de plus en plus étudié dans les maladies auto-immunes, surtout les vasculites en cas et le lupus. Donc, si ça se confirme que les phénomènes de nétose persistent en post-Covid, on doit s'attendre à une émergence de poussée de maladies auto-immunes ou l'apparition de nouvelles maladies auto-immunes en post-Covid. Et déjà, on a commencé à le constater. La littérature abonde de plus en plus en maladies auto-immunes qui apparaissent en post-Covid, comme les anticorps antiphospholipides ou le syndrome, mais aussi des syndromes neurologiques comme le Guillain-Barré et des syndromes rares impliquant les nerfs crâniens, mimant des Guillain-Barré. Aussi des phénomènes de vasculite, de dysthyroïdie, de Graves et d'anémie hémolytique. Donc voilà, il y a des phénomènes auto-immuns biologiques avec tout un spectre d'anticorps élicités par cette infection, mais aussi de maladies, et pas seulement biologiques. Je passe rapidement sur le Guillain-Barré et le Graves et les dysthyroïdies. Donc il faut faire attention à ces phénomènes et donc bien évaluer le côté neurologique, endocrinien et auto-immun en post-Covid. La quatrième analogie et la dernière, c'est le syndrome de fatigue chronique. De plus en plus, en voyant les patients et en lisant la littérature, on est convaincu que le syndrome de fatigue chronique n'est pas une maladie imaginaire. On croyait que ces malades étaient des malades imaginaires avec les autres virus connus, EBV, CMV, etc. Mais de plus en plus, on est convaincu que ce n'est pas une maladie imaginaire, que le syndrome de fatigue chronique n'est pas associé ou il est indépendant à l'hospitalisation en réanimation, il est indépendant des atteintes d'organes et indépendant
des phénomènes de PTSD et de dépression post-Covid. Donc, la seule explication possible, c'est un état de neuroinflammation chronique généré par l'infection aiguë et qui persiste pour des mois. Et c'est probablement en relation avec le sickness behavior qui nous pousse à se reposer et à rester au repos au lit pendant notre infection, mais de façon disproportionnée ou inadaptée. Ce sickness behavior peut se prolonger des mois après la guérison et donc favoriser et faire émerger ce syndrome de fatigue chronique, donc qui est probablement relié avec des dysfonctions énergétiques et des dysfonctions de stress oxydatif très compliquées et de plus en plus connues. Donc, c'est clair que le post-Covid devient une maladie multisystémique qui doit impliquer un travail interdisciplinaire entre divers spécialistes et cette prise en charge doit être vraiment ciblée et interdisciplinaire et complexe pour être vraiment centré sur le patient. Je vous remercie. Merci Georges, présentation fascinante. À chaque fois, je me demande qu'est-ce que tu vas nous présenter de plus et à chaque fois, tu nous présentes quelque chose de plus. Merci beaucoup. Sans plus tarder, donc je dois m'excuser de tous les intervenants parce qu'on n'a pas le temps de poser beaucoup de questions. Maintenant, je laisse la parole à Dr Moussa Riéché pour nous parler des séquelles pulmonaires post-COVID-19, bien identifiées pour mieux gérer. À toi la parole, cher ami. Merci Fadi pour l'introduction. Vous voyez l'écran? Oui, tout est bien. Oui. Merci pour tous les orateurs. Donc, je vais commencer par ma présentation pour remercier encore Dr Mahmouli qui m'a facilité la tâche. Je vais essayer de traiter les séquelles au long cours de la COVID. Comme vous le savez, on a cru jusqu'à maintenant qu'une fois qu'on a éliminé le virus, on est guéri comme toute maladie virale. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On est en train de rentrer dans une nouvelle maladie qu'on appelle le long COVID. Donc, je vais la détailler dans un premier temps. Puis après, essayer de voir qui sont les malades et comment diagnostiquer les malades qui vont avoir de la fibrose pulmonaire, donc des séquelles au long cours. Comment faire pour traiter cette fibrose? Quelles sont nos approches? Quelles sont les idées qu'on dispose à l'état actuel des choses? Et la place de la réhabilitation en mot. Donc, tout d'abord, pour le long Covid, on a commencé à sentir que la maladie n'est pas en train de disparaître avec la disparition du virus. Déjà, on était passé avec ce rapport qui venait de l'Angleterre, avec 100 participants. On a remarqué qu'après la sortie de l'hôpital, il y a quand même 40% des malades qui ont continué à avoir de la fatigue, comme Dr Mahmouli vient de l'expliquer, de la dyspnée, des troubles neurologiques, de l'anxiété, de la dépression. Donc, c'était quand même pas fini. Ceci a été confirmé encore une fois par la vague qui a touché la Lombardie en Italie avec ses 31 000 cas rapportés dans le JAMA en août passé. Aussi, on avait remarqué que pas mal de fatigue, donc 40% de fatigue, de dyspnée, de douleurs thoraciques. Et on a ajouté ici que, paraît-il, les malades qui ont cette maladie ont eu une maladie de Covid aiguë qui a fait rentrer ces malades à l'hôpital. Et le dernier rapport qui vient de sortir il y a une semaine vient de la France, en fait, avec ses 478 cas qui ont rapporté les signes post-Covid. Et ils les ont rassemblés dans ce graphe entre des signes cognitifs en orange, des signes de dyspnée en vert, qui intercalent aussi avec des signes fibrotiques chez certains malades et vraiment avec d'autres signes qui sont psychiatriques. Donc, pas mal de malades gardent des séquelles sur ces 4 tableaux en post-Covid. Comment diagnostiquer la fibrose? Donc, aussi, dès l'août passé, août 2020, vous voyez les malades qu'on admet normalement à l'hôpital avec les 20% des Covid qui touchent les poumons, avec cet aspect de grande glace, les verres dépolis fameux dont on parle tous les jours, qui d'ici 2-3 semaines après
vont céder la place à des réticulations qu'on est en train de voir ici au niveau des bases du poumon, et donc qui sont des signes pour nous, pneumologues, des signes de séquelles, de fibrose pulmonaire. Donc ces vers d'épolis sont en train de se transformer avec le temps pour devenir réticulation. Et donc cette entité de fibrose pulmonaire a l'air d'être pas autant rare. Un tiers des malades à la sortie de leur hôpital ont des signes de réticulation, donc c'est très, très important. 47%, on va pouvoir les détecter déjà en faisant une fonction pulmonaire et en essayant de mesurer la DLCO, qui est mesurée normalement dans une exploration fonctionnelle respiratoire. Un quart des malades ont une capacité pulmonaire totale aussi réduite. Donc, ce sont des chiffres quand même importants à garder en tête. Et ceci est beaucoup plus visible chaque fois que la maladie aiguë elle est importante. Vous voyez ce rapport qui venait de la Chine, en fait, qui ont détaillé cette entité. Et ils ont remarqué que les malades avec COVID, avec atteinte pulmonaire, ils ont pu différencier les malades sévères des malades faibles. Et chez les malades sévères, ils ont des répercussions au long COVID, essentiellement visibles au niveau de la DLCO, qui est bien réduite à 64% comparé aux malades qui avaient une pneumonie, mais qui était minime. Donc déjà important. Ceci étant dit, comment les détecter? On va commencer à trouver des signes de fibrose à partir de la deuxième semaine, donc c'est assez tôt. Ceci continue à se voir avec les réticulations. Les grains de glace vont commencer à se disparaître pour céder de la place aux réticulations et qui vont continuer à être présents. Et à un mois déjà, on a 10% quand même des malades avec fibrose qui gardent des séquelles pulmonaires. Et donc, dans cette étude suisse nouvellement publiée qui a fait une étude prospective pour le suivi des malades, on a remarqué les critères de la fonction pulmonaire qui sont bien documentés pour faire la part entre les COVID qui étaient sévères et les COVID qui étaient modérés. Et donc, le DLCO peut faire la part avec un odds ratio de 0,52 à garder en tête. Regardez les signes qu'il faut chercher au scan au long cours. Ça, c'est bien décrit actuellement. On est en train d'apprendre une nouvelle maladie. Les signes fibrotiques que j'ai marqués ici avec la flèche, avec des distorsions architecturales, des réticulations qui sont les lignes, et même des nids d'abeilles, le honeycombing des UIP, avec par ailleurs des tractions, des bronches qui sont ectasiques, des low attenuation, donc des régions qui sont déshabitées, donc peu de densité pulmonaire, les limites des lobes qui sont les septums qui sont bulging, qu'on appelle, donc qui sont plus les rectilignes, et même les pneumatocèles qui sont les kystes qu'on voit au niveau pulmonaire. Donc c'est carrément un poumon totalement détruit. Ça n'a rien à voir avec un syndrome viral passager banal. On doit faire attention. Comment approcher ces malades? Est-ce qu'il y a un moyen pour les traiter une fois qu'on documente qu'il s'agit d'une fibrose pulmonaire? Beaucoup d'idées, beaucoup d'hypothèses. Les Chinois ont eu leur recette. Il y a eu des gens qui voulaient donner encore des stéroïdes et même des pneumologues qui ont voulu donner des médicaments qu'on utilise normalement pour la fibrose pulmonaire idiopathique, comme la pirfenidone et le nintedanib pour ces malades. Pourquoi ils vont agir sur la fibrose? En général, pourquoi ils n'agiront pas sur la fibrose post-Covid. Donc, si je vous parle au jour d'aujourd'hui, en mars 2021, les études randomisées, les RCT qui sont en cours, ils sont 6. Il y a l'étude qui est intéressante, que tout le monde attend son résultat, qui compare le nintedanib au placebo, le randomized control trial, qui doit sortir bientôt, donc dans les jours qui suivent. Et il y a d'autres études, manifestement, des études de monocytes antifibrotiques qui, tout le monde attend les résultats pour traitement du COVID. Qu'en est-il de la place de la réhabilitation pour ces malades? Il faut savoir que l'Hôtel-Dieu, actuellement, elle est équipée d'une unité bien spécifique et expérimentée en traitement post-COVID. Et donc, ce sont des malades qui sont pris en charge par un programme qui est interdisciplinaire, beaucoup de spécialistes de différents domaines, des médecins, des physiothérapeutes, des inhalothérapeutes, des diététiciennes et même des psychologues qui vont faire un programme qui est individualisé pour chaque malade qui présente des séquelles au long cours pour essayer d'optimiser leur performance physique, sociale et les rendre autonomiques.
Ceci est parti de l'idée suivante, des idées du coronavirus qui étaient avec le SARS et le MERS. On a remarqué que leur performance était réduite, mesurée ou bien par le cardiopulmonary exercise test ou bien le test de marche de 6 minutes. Ils étaient vraiment bien réduits. Donc, on a eu l'idée de tester la performance à l'effort de ces malades qui sortent du COVID avec ce test de performance. Et on a remarqué que quand même, les malades n'arrivaient pas à retourner à leur vie qui était normale. Dans 60-70%, ça dépend des gens, selon leur état physique et leur performance habituelle. Donc, l'intérêt d'un programme de réhabilitation, il est bien utile pour ces malades. Ceci sort de consensus, c'est bien clair, que normalement, le travail qui doit être demandé de ces malades, les exercices doivent être réguliers et non pas trop forts les 6 premières semaines après la sortie. Le consensus a demandé à ce que ne pas faire trop d'efforts les premiers mois et demi, 6 à 8 semaines, puis après, une fois qu'on est arrivé à 1 mois et demi, à ce moment-là, il faut faire une évaluation objective médicale pour essayer de voir qui sont les malades qui ont besoin de cette réhabilitation. Et une fois décidé, les malades qui ont besoin d'une réhabilitation, elle doit être une réhabilitation compréhensive qui va prendre en compte ces 5 aspects de la maladie. Et donc, ces différents aspects vont prendre en compte la performance qui est évaluée par le test de marche, la force musculaire, la qualité de vie, l'atout et son efficacité, la fatigue, la dyspnée. Vous voyez donc ces différents aspects que le malade va être pris en charge dans ces séances de réhabilitation et qui vont prendre une affaire de 3 à 4 semaines. Et donc, on suit normalement cette approche pour le long COVID. Les 6-8 premières semaines, c'est laisser la convalescence de la maladie organique. Puis après, on passe à une approche multidisciplinaire de réhabilitation qui peut être faite de préférence dans un centre, mais elle peut être développée plus tard à la maison ou ailleurs. Je vais donner les messages. Donc, le post-COVID, c'est réel. Il touche les 4 aspects cognitifs, fonctionnels, dyspnée, mais aussi fibrotiques et psychiatriques. Le diagnostic, il se base essentiellement à la mesure de la DLCO, mais une fois on a une DLCO réduite, il faut faire un scan à la recherche des signes de la fibrose qu'on vient de voir. Le traitement, oui, pourquoi pas les antifibrotiques, tout le monde est ambitieux à voir les résultats de ces études prochainement, et la place de la réhabilitation après 6 semaines, elle est très importante à condition qu'elle soit compréhensible. Je vous remercie. Merci, docteur Yéché, pour ce topo qui est très clair. On va attendre la suite de votre topo dans peut-être quelques semaines pour voir les effets des antifibrotiques et l'effet de la réhabilitation sur la fonctionnalité de ces patients. Merci encore une fois.